Le Canada est immense, le deuxième plus grand pays de la planète, plus vaste que les États-Unis, plus de lacs que le reste du monde réuni. Il borde 3 océans, il traverse 6 fuseaux horaires. Mais voici ce qui choque. Il y a plus d'habitants en Californie que dans tout le Canada. Et plus de 80% des Canadiens vivent entassés près de la frontière américaine. Le reste du pays? On pourrait croire qu'il n'existe même pas. D'immenses régions sans route, des villes sans hôpitaux, des villages sans eau courante. On peut survoler le Canada pendant des heures, sans rien voir. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment l'un des pays les plus riches, les plus sûrs et les plus avancés de la planète? Est-il devenu un empire fantôme gelé? Et pourquoi personne n'en parle? Et si le Canada était assis sur l'une des plus grandes occasions manquées de l'histoire moderne? Ce n'est pas juste une leçon de géographie. C'est un avertissement. Décryptons ensemble. Le Canada ressemble à une superpuissance sur la carte. Mais la réalité, la majeure partie de son territoire est inutilisable. Le pays est dominé par le bouclier canadien, une formation rocheuse ancienne qui couvre près de la moitié du territoire. C'est magnifique, isolé, mais catastrophique pour l'agriculture, inadapté à la construction, un sol mince, des lacs à perte de vue, du granit à nu. Seulement 7% du Canada est propice à l'agriculture, et la plupart de ces terres sont déjà exploitées. Le reste, des forêts, de la roche, des marécages, de la glace. Alors que le Midwest américain est devenu le grenier du monde, l'intérieur du Canada est devenu un musée géologique. Ce n'est pas une terre en attente d'être utilisée. C'est une terre qui a résisté à chaque tentative d'implantation humaine. C'est pour cela que la population canadienne est entassée dans un mince ruban au sud, près de la frontière américaine. C'est la seule partie du pays qui ressemble à un endroit fait pour y vivre. Le froid n'est pas juste inconfortable, il est coûteux, implacable, stratégique. Dans de nombreuses régions du Canada, l'hiver dure de 6 à 8 mois, des températures de moins 30 degrés. Celsius ne sont pas rares, les tuyaux gèlent, les routes se fissurent, le coût du carburant explose et les chantiers s'arrêtent pendant la moitié de l'année. Même dans des villes comme Winnipeg ou Edmonton, l'hiver ne fait pas que ralentir le quotidien. Il devient un défi de survie jour après jour. Et plus au nord, c'est l'Arctique. On dépend de la nourriture livrée par avion, de générateurs diesel, d'Internet par satellite et de plans de secours pour chacun de ces éléments. Le climat n'a pas seulement découragé le développement. Il a façonné la mentalité du pays. Le Canada ne s'est pas installé près de la frontière uniquement parce qu'elle est proche des États-Unis. Il l'a fait parce que c'est la seule zone où le climat ne cherchait pas à vous tuer. Zoomez sur une carte de la population. Vous remarquerez quelque chose d'étrange. Presque toutes les grandes villes canadiennes, Toronto, Vancouver, Montréal, Ottawa, Calgary, sont situées à moins de 160 km de la frontière américaine. Ce n'est pas un hasard. C'est là que les sols sont plus fertiles, que les hivers sont plus courts et que les rivières coulent vers les grands lacs et l'Atlantique. Les colons ne sont pas venus ici parce qu'ils aimaient les États-Unis, mais parce que c'est là que la Terre a enfin accepté de les laisser rester. Avec le temps, des villes sont apparues, puis des routes, puis de l'infrastructure, et tout le reste est resté vide. Il existe un mythe populaire selon lequel le Canada serait un pays rural et étendu. Mais en réalité, c'est l'un des pays les plus urbanisés de la planète, et presque toute sa population s'accroche à la frontière américaine comme à une bouée de sauvetage. Dans la plupart des pays, les routes suivent les gens. Au Canada, ce sont les gens qui suivent les routes, et s'il n'y en a pas, ils ne viennent pas. Plus de 60% du territoire canadien n'a aucun accès routier permanent. Des régions entières du Québec, du Manitoba et de l'Arctique
ne sont accessibles que par avion, par bateau ou via des routes de glace, des chemins temporaires construits sur des lacs gelés. Certaines villes dépendent de livraisons aériennes annuelles. D'autres manquent de carburant si les avions sont cloués au sol trop longtemps. Et certaines utilisent encore des latrines extérieures et des générateurs au diesel. Le coût pour construire des routes à travers le pergélisol, les marécages ou le granit. Des millions par kilomètre. Pourquoi? Quelques centaines d'habitants? Alors les gouvernements ne les construisent pas. Et personne ne s'installe. Le cycle se répète. Le Canada ne manque pas de population parce que les gens sont paresseux. Il manque d'infrastructures, et le prix pour rattraper ce retard est vertigineux. Voici le paradoxe. Le Canada n'est pas seulement vide, il est hyper urbanisé. Plus de 80% des Canadiens vivent en ville, pas parce qu'ils adorent les gratte-ciel, mais parce que c'est la seule manière viable de vivre. Les villes offrent un chauffage centralisé, des services d'urgence, des hôpitaux, de l'électricité fiable, des supermarchés approvisionnés par avion en hiver. Essayez de faire tout ça seul au Yukon. Au Canada, la ville n'est pas un choix. C'est un refuge. Et une fois que les grandes villes ont pris de l'ampleur, elles ont tout absorbé. Les immigrants, les investissements, les infrastructures. Pendant ce temps, les petites villes rurales se sont éteintes. Et la grande nature canadienne est devenue plus un mythe qu'un souvenir. Le Canada n'est pas simplement vaste, il est compressé par la nature, l'économie et la peur. Les États-Unis ont conquis leur intérieur. Le Canada l'a évité. Au 19e siècle, les deux pays se sont étendus vers l'ouest, mais là où les États-Unis voyaient des terres agricoles, des chemins de fer et le destin manifeste, le Canada voyait du pergélisol, de la roche et du danger. Les États-Unis ont construit des autoroutes à travers les déserts. Ils ont peuplé des États comme le Montana ou le Dakota du Nord. Ils ont développé des bases militaires reculées en Alaska. Des villes sont nées autour de mines, de ranchs et de carrefours logistiques. Le Canada a construit un chemin de fer transcontinental, puis s'est arrêté. La différence ne tenait pas seulement au climat, elle tenait à la volonté. L'Amérique a subventionné la colonisation. Elle a adopté des lois, offert des terres, installé des postes militaires. Elle a construit l'Ouest américain. Le Canada a colonisé les marges, la marge inférieure. Il n'y a pas d'équivalent canadien à Salt Lake City ou Denver, aucune grande ville à l'intérieur, juste une dispersion de petites communautés et des milliers de kilomètres d'espace inexploré. Le Canada, c'est ce qui se passe quand un pays regarde vers l'intérieur, puis fait demi-tour. Le Canada est riche, mais d'une richesse inconfortable. Il possède les troisièmes plus grandes réserves de pétrole au monde, d'immenses gisements d'uranium, de nickel, de cuivre, de zinc, des forêts qui s'étendent sur des millions d'hectares, et plus de 20% de l'eau douce de la planète. Mais il lui manque des routes. Ces richesses sont enfouies dans le nord, loin des ports, des chemins de fer, des villes, voire de l'électricité. Les entreprises minières regardent la carte et salivent. Puis elles regardent la logistique et abandonnent. Le coût pour construire une route, une piste d'atterrissage ou une centrale dans le Nunavut ou le nord du Québec est astronomique. Certaines régions dépendent du diesel livré par avion. D'autres n'ont même pas d'accès toute l'année. En théorie, le Canada devrait être une superpuissance des ressources. En pratique, il est piégé dans un paradoxe. Riche, mais inaccessible. C'est pourquoi la majorité des ressources naturelles du pays restent sous terre, en attendant un avenir qui n'arrivera peut-être jamais. L'Arctique n'est pas seulement vide, il est stratégique. Avec le changement climatique qui fait fondre la calotte glaciaire, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent. Des pays comme la Russie construisent déjà des ports, déploient des forces militaires et explorent de nouveaux gisements d'énergie. Le Canada, qui possède plus de 40% de l'archipel arctique, devrait être en tête. Mais ce n'est pas le cas.
Le Canada dispose de moins de 10 brise-glaces, pour la plupart obsolètes. Les systèmes radars dans le Grand Nord sont dépassés. Les bases militaires sont rares, et de nombreuses communautés manquent même d'infrastructures de base. Pendant ce temps, la Russie possède plus de 50 navires capables d'opérer dans l'Arctique. La Chine s'est déclarée État proche de l'Arctique, alors qu'elle se trouve à plus de 1500 km. La marine américaine augmente ses patrouilles dans la région. La Norvège, la Finlande et le Danemark investissent des milliards dans la défense polaire. Et le Canada? Toujours en train de débattre de projets routiers datant des années 1990. Si le Nord devient la prochaine frontière géopolitique, le Canada pourrait bien se retrouver encerclé dans son propre arrière-cour. Et si le Canada avait investi dans son intérieur comme l'ont fait les États-Unis? Et si Churchill, au Manitoba, était devenu un grand carrefour arctique? Et si le Nord avait des routes, des chemins de fer, de vraies villes, et pas seulement des camps miniers et des pistes d'atterrissage? La Norvège a creusé des tunnels à travers des montagnes gelées. La Russie a bâti des villes en Sibérie. L'Australie a tracé des autoroutes à travers le désert. Le Canada avait l'argent. Il avait les opportunités. Il avait toutes les raisons. Mais il a choisi la prudence. Il a choisi de concentrer, plutôt que de connecter. Et aujourd'hui, construire le Nord coûterait 10 fois plus, politiquement et économiquement. Le Canada n'est pas prisonnier du destin. Il est prisonnier de décisions prises il y a longtemps et jamais remises en question. Demandez à un Canadien ce que représente le Nord et vous entendrez toujours la même chose. Liberté, nature, sauvage, fierté, c'est imprimé sur leur monnaie, chanté dans leur hymne, gravé dans la mythologie nationale, mais la plupart des Canadiens n'y sont jamais allés. N'iront, probablement, jamais. Et ne l'ont même jamais vu. Depuis un avion. Le Nord est un paysage mental. Un symbole. Pas une réalité vécue. C'est comme si l'immensité du Canada était plus psychologique que physique. Un miroir qui reflète ce que les Canadiens pensent être, plutôt que l'endroit où ils vivent vraiment. Et cela a des conséquences. Parce que lorsqu'une nation mythifie son vide, elle risque d'oublier de le remplir. Et si ce vide n'était pas permanent? Le changement climatique redessine la carte. Il fait fondre le pergélisol, allonge les saisons agricoles, ouvre les rivières à la navigation, et pendant que le monde brûle, le nord du Canada dégèle. Soudain, des terres autrefois inutilisables pour l'agriculture pourraient accueillir des cultures. Des communautés isolées par la glace pourraient avoir un accès toute l'année. Des roches riches en minéraux pourraient enfin être exploitables. Ajoutez à cela les énergies de nana renouvelables, l'Internet via Starlink, la logistique par drone, les logements modulaires préfabriqués. La technologie est en train de briser les règles de la géographie. Ce qui était inhabitable pourrait le devenir. Mais rien de tout cela ne comptera si le Canada n'agit pas. Car un avantage climatique n'est pas automatique. Si la Russie, la Chine ou les États-Unis arrivent en premier, la fenêtre du Canada pourrait se refermer avant même de s'être ouverte. Le Nord pourrait être une nouvelle frontière, ou une occasion manquée, encore une fois. Le Canada est un pays d'immigration. Il l'a toujours été. Mais l'immigration ne remplit pas les cartes, elle les concentre. Les nouveaux arrivants vont là où la vie fonctionne déjà. Toronto, Vancouver, Calgary, Montréal. Ils ne s'installent pas au Nunavut. Ils ne partent pas conquérir le Nord. Ils suivent les emplois, la famille, les transports, le logement. Et le Canada ne les encourage pas à aller ailleurs. Il n'y a pas de véritable stratégie d'établissement dans le Nord. Aucune incitation sérieuse à décentraliser. Aucun effort pour briser ce schéma. Résultat, le Sud devient plus dense, le logement plus cher, la circulation plus chaotique. Pendant ce temps, le Nord se vide, sans devenir moins coûteux.
Le Canada fait venir des gens, mais ne les répartit pas. Le Nord canadien n'est pas vraiment vide. Il ne l'a jamais été. Il abrite plus de 600 communautés autochtones, Inuits, Dénés, Cris et bien d'autres. Mais la plupart vivent dans des conditions isolées, sans eau courante, sans hôpital local, sans nourriture abordable. Des villages entiers, alimentés par du diesel livré par avion. Et pourtant, elles restent, avec leur culture, leur histoire, leur identité, leur résilience. Elles ne sont pas des invités dans le Nord. Elles sont le Nord. Tout avenir que le Canada construira dans l'Arctique, que ce soit pour la défense, les ressources ou la colonisation, devra passer par elles. Elles ne sont pas un obstacle. Elles sont la base. L'oublier, c'est risquer de répéter toutes les erreurs du passé. Imaginons que le Canada décide enfin de relier son Nord. Le coût? Énorme. 10 milliards de dollars pour les routes, 30 milliards pour l'énergie propre. Des milliards supplémentaires pour le logement, les écoles, les hôpitaux, les services d'urgence. Et ça, si tout se passe bien. Sinon, les routes fondent, le pergélisol bouge, les lignes électriques se brisent. Les infrastructures tardives ne sont pas seulement coûteuses, elles sont risquées. Plus le Canada attend, plus il devient cher de réparer ce qui n'a jamais été construit. Le vide, au départ, ne coûte pas grand-chose. Mais sur le long terme, c'est l'option la plus chère de toutes. Le Canada est vide à cause de sa géographie hostile, son climat implacable, sa prudence stratégique et une psychologie qui a préféré romantiser la nature sauvage plutôt que de la peupler. Mais le monde est en train de changer. Et dans un siècle marqué par le climat, les migrations et la sécurité, le vide pourrait devenir une faiblesse. La vraie question n'est plus « Pourquoi le Canada est-il si vide ?» C'est « Que se passera-t-il s'il le reste ?» Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, abonnez-vous. Nous explorons la logique cachée des endroits les plus silencieux du monde et pourquoi ils comptent plus qu'on ne le pense. Parce que parfois, les endroits les plus importants de la planète sont ceux où personne ne vit.